bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1. C'est toujours Franco Raptors, votre émission. Franchement Raptors, 100% en français et plus 100% dans la victoire. C'est Mike Laviole et Patrick Bizindavi pour revenir sur ce qui s'est passé pour nos Raptors depuis samedi dernier. Et Patrick, d'abord, bonjour à toi. Bonjour à toi, Mike. Bonjour à tout le monde. Il s'en est passé des choses, Ah mais oui. pas dans le positif. Là, on vient juste de sortir de la Scotiabank Arena après le match des Raptors contre les Hornets. Fraîchement, avec les émotions et tout, mais on est bon, ça va aller. Ça va aller, on va revenir sur cette semaine des Raptors. Au sommaire, justement, on va revenir sur les 5 matchs. Les Raptors qui ont joué 5 matchs en 7 jours. C'est assez énorme et ça a peut-être eu un impact sur ce qui s'est passé ce vendredi soir. On va y revenir. On va parler ensuite de la question du jour. On va revenir sur les performances de Brandon Ingram dans la question du jour. Avant cela, vous aurez des entretiens avec Toumani Camara et avec Tidjane Salin qu'on a eu après les rencontres face à Portland et face à Charlotte. Le joueur de la semaine, Immanuel Quickley. Et enfin, on parlera du match à venir ce dimanche face aux Celtics de Boston. Le retour de Chris Boucher qui ne joue pas avec les Celtics. Ouais. On va en parler, mais avant cela, rentrons dans le vif du sujet avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Patrick, l'actu des Raptors, c'est un bilan qui est peu glorieux. Après 9 victoires de suite, les Raptors qui ont enchaîné 4 défaites en 5 matchs. Ouais. 2 défaites, une victoire contre Portland et 2 nouvelles défaites. 2 défaites contre les Hornets. On a commencé par les Hornets, on a fini par les Hornets, cette série de défaites. Il y a eu un revers du côté de New York, dont on peut parler aussi, mais qui était, comme ils disent en anglais, un schedule loss. C'est-à-dire que les Raptors étaient en back-to-back et ils ont décidé de reposer Jakob Poeltl contre une équipe qui est très forte à l'intérieur. Ouais. On va revenir là-dessus. Et l'autre défaite, c'est contre les Lakers. Mais celle-là, c'est pas une mauvaise défaite. Les Raptors qui ont perdu au buzzer sur un tir de Rui Hachimura. Et entre-temps, il y a eu une victoire, une belle victoire dans un match serré contre une très belle équipe de Portland, qu'il ne faut pas l'oublier, est la seule à avoir battu le Thunder cette année, et qui a battu également Détroit dernièrement, je crois. Là, ils ont perdu contre Détroit, mais je ne sais plus si c'était eux qui avaient battu Détroit. Mais en tout cas, qui font tomber des grosses équipes et qui ne sont pas, malgré leur bilan, une équipe à prendre à la légère. Revenons sur cette semaine, Patrick. Qu'est-ce que tu retiens pour terminer d'abord? Les Raptors, au terme de cette semaine, ont un bilan de 15 victoires. 9 défaites et ils sont toujours quand même 3e à l'Est. Ouais. Mais attention, ça se resserre entre Toronto, qui est en 15-9 à la 3e place, et Philadelphie, 7e en 13-9. Il y a un demi-match d'écart, un match d'écart. Et Cleveland n'est pas loin, 14-10. Atlanta, 13-11, qui a chuté à la 9e place avec quelques défaites, pourtant qui était l'une des équipes en forme. Donc on voit que tu peux très vite passer du tout en haut au play-in. En moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Les Raptors n'en sont pas là, donc on va s'en réjouir quand même. Ouais. Quels sont les grands enseignements pour toi de cette semaine négative, quand même, il faut le dire? Négatif, oui, au terme du résultat, mais c'est le retour sur terre là pour les Raptors avec un début de saison quand même avec beaucoup de succès. Mais il faut aussi admettre que c'est dur la NBA. C'est d'abord 82 matchs. Mais le nombre de 5 matchs en 7 jours, et là, il faut pas oublier qu'il y a des matchs à l'extérieur, back-to-back. Donc, c'est vraiment, on l'a vu, le match de ce vendredi, c'est vraiment fatigue mentale, physique, spirituelle. Tu peux ajouter ce que tu veux, mais les Raptors ont il y a plusieurs facteurs qui ont fait quand même le résultat que tu viens de dire. 1, beaucoup de matchs en peu de temps. 2, l'absence de R.J. Barrett.
3, il y a qui ne jouent pas en back-to-back alors qu'ils ont eu 2 back-to-back. Et donc ça, c'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et puis aussi, il faut dire qu'une équipe qui gagne, les autres observent. Il y a des scouts qui vont observer ce que tu joues. Ils vont préparer les défenses en conséquence. Et tu ne vas pas surprendre beaucoup d'équipes après une semaine et demie. On l'a vu avec Chicago. La première semaine, ils étaient premiers. Et là, ils sont, je pense, dans le play-in carrément. Donc la NBA, c'est vraiment... C'est du travail constant, c'est beaucoup de travail. Et comme on le dit toujours, il n'y a pas de match qui se joue sur papier. Parce que le premier back-to-back, donc le match contre Hornets et le lendemain contre New York, on pensait que Hornets, sur papier, ce n'est pas une grande équipe, on va les battre. Mais là, ils nous poussent jusqu'à la prolongation et puis ils gagnent ce match-là. Le lendemain, Yak ne joue pas. Donc, les Knicks sont sur une montée quand même ces derniers jours. Il y avait des blessés. Là, tout le monde est en train de revenir. Et puis, ça joue très bien. Et puis, le coach, il joue son banc. C'est pas comme coach Thibodeau qui faisait jouer 5-6 joueurs carrément. Et puis là, tu enchaînes d'autres matchs. Heureusement, ils ont gagné contre Portland. Donc, c'est une semaine à oublier. Je peux ainsi résumer. C'est une semaine à oublier, mais il y a beaucoup à apprendre. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'attitude de Darko. C'est quelqu'un qui comprend. Avec la conférence de presse qu'on vient de voir juste après la défaite contre les Hornets, la deuxième défaite contre Hornets, il dit que c'est la fatigue. Il a admis que les joueurs sont fatigués, que les paniers qu'ils mettent d'habitude, ils les ont ratés carrément. C'est vraiment dur la NBA. Et puis les Lakers, c'était gros le match. Ils ont fourni tellement d'efforts pour perdre la dernière seconde. Et puis le lendemain, ils jouent. Et il faut dire que la NBA, avec le règle ils n'ont même pas le temps de s'entraîner. Il n'y a pas de temps d'entraînement. On enchaîne les matchs, plus les voyages, plus leur vie au quotidien. Donc, c'était une semaine dure. Et puis, ils vont enchaîner dimanche. Ils vont jouer mardi, donc ça ne va pas s'arrêter. J'aurais dû poser la question à Darko, justement, comment récupérer, parce que il a dit qu'ils vont récupérer, ils vont se recharger. Donc, c'est ça que je retiens pour la semaine. Je ne sais pas pour toi. Une semaine fatigante. Ouais, c'est ça. Et Chicago n'est même plus dans le play-in. Et Chicago a un bilan négatif, 9-13 et est 11e de la conférence de l'Est, alors qu'ils avaient démarrer la saison en tant que premier. Ben oui, j'étais premier. Et que tout le monde les imaginait continuer là-dessus. Et au final, non. Moi, je te suis complètement sur la fatigue. Et au final, la semaine, elle est à oublier sur le point de vue des résultats. Mais je pense qu'elle est bénéfique sur le point de vue du travail vidéo. On sait qu'on apprend toujours plus dans les défaites que dans les victoires. Parce que quand tout va bien, on ne va pas forcément essayer de se corriger, même si les joueurs disent tout le temps on peut faire mieux, win 1% per day, etc., etc. Malgré tout, quand il y a des défaites, il y a des remises en cause. Je pense qu'il y a besoin, on va en parler après avec Brandon Ingram, mais je pense qu'il y a besoin de trouver d'autres façons de jouer, notamment ce qui a été problématique pour les Raptors, c'est de conclure les matchs. On l'a vu contre les Lakers, les Raptors font pas un mauvais match, mais ont du mal à mettre en place leur système dans les fins de match, à ne pas perdre trop de temps. Ils démarrent leurs actions, il reste 8 secondes sur l'horloge. Ça, c'est un problème. Ça a été le cas aussi dans la fin de match contre le premier match contre les Hornets, où ils n'ont pas marqué pendant les 5 ou 6 dernières minutes de la rencontre, avec Brandon Ingram qui est à 0 sur 9, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'insister sur Brandon Ingram. On va en parler après. De toute façon, il y a des solutions à trouver. Et voilà, retenir les leçons. Les Raptors ont plutôt pas mal géré la fin de match contre Portland. Donc ça, c'est positif. Et ce que je noterais, c'est que au final, sur cette semaine, sur les 5 matchs, je pense qu'il y en a pas la moitié qui sont mauvais. Il y a bien sûr le premier contre les Hornets. Celui-là, par contre, il n'a pas été bon. Mais
Non, j'allais dire, Ils avaient bien commencé le match. Et puis. Ils ont fait un bon match jusqu'à les 6 dernières Ouais. minutes, en fait. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et comme tu l'as dit, les équipes adverses s'adaptent à la façon dont jouent les Mhm. Raptors. Ils savent qu'il va y avoir ce double écran pour Brandon Ingram qui va sortir et tirer à mi-distance. Et qu'est-ce qu'on a vu dès le premier match contre les Hornets? On a vu Brandon Miller anticiper ça Ouais. et venir contrer, venir gêner Ingram. Donc, va falloir utiliser ça pour s'adapter et peut-être trouver d'autres manières de jouer. Quand même, on retient que cette semaine, en dehors du match contre Charlotte, Scottie Barnes a été Ah oui. exceptionnel. Ah oui, oui, oui. Que ce soit à New York Ouais. dans la défaite, que ce soit les 2 matchs Il était énorme contre les Lakers. contre les Lakers, le match contre Charlotte, le premier, c'est pas sur lui la défaite. Ouais. Et Et il a été nommé meilleur défenseur de l'Est. exactement, on est dans l'actu des Raptors, il a été élu meilleur défenseur à l'Est. Donc ça reste une semaine positive individuellement pour certains joueurs. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et si on n'a rien à ajouter, si quand même, il y a une chose à ajouter, Patrick. L'absence de RJ Ah Barrett. oui, ah oui. L'absence de RJ Barrett qui fait passer les Raptors à la 30e attaque depuis son absence. Les Raptors qui n'y arrivent plus en contre-attaque, qui arrivent beaucoup moins sur demi-terrain. Vraiment, comment toi tu juges un petit peu cette absence? Qu'est-ce que ça fait à cette attaque des Raptors? Qu'est-ce qui leur manque Ouais. quand RJ Barrett leur manque? Ah, il leur manque 20 points par match. Parce que quand il est là, il y a une certaine balance. Parce qu'il y a eu plusieurs matchs où il y avait Ingram 20 points, RJ 20 points, Quickly 20 points, des fois Barnes 20 points. Donc tu enlèves 20 points dans un match. Là, la balance n'y est plus. Donc le premier match où il était absent, il a fallu 37 points de Brandon Ingram pour gagner contre Cleveland. Donc, il y a cet effort supplémentaire en attaque, mais aussi, il faut. Donc, l'un des points positifs de RJ Barrett, c'est des pénétrations où il fait commettre des fautes à l'adversaire. Donc, le nombre de lancers francs augmente. Et puis, là, plus il pénètre, plus il fait faire des fautes, plus ils entrent en bonus le plus tôt possible. Bon, défensivement, même si Quickly a dit qu'il joue mieux en défense cette année, mais RJ Barrett, tu fais une prise à deux sur Ingram, tu as une autre option, soit RJ, soit Scottie Barnes, et puis il est fort en transition. Et c'est l'une des forces des Raptors en attaque, c'est la transition. Une bonne défense et la transition. Et là, quand RJ va en transition, oh là là, surtout quand il prend la gauche, il est presque impossible de l'arrêter. Et il a été bon au tir aussi. Catch and shoot, Ouais. au tir à 3 points, c'est excellent. Donc, et c'est là justement qu'il nous montre qu'il y avait beaucoup qui avaient tort de penser que RJ c'était le joueur à transférer. Parce que son absence montre justement l'importance d'avoir RJ Barrett dans l'équipe. Et le coach Darko en a parlé, ça a un peu perturbé même la seconde unité. Oui. Parce que la deuxième unité, tu as Jamal Shade, tu as Jacoby Walter, tu as Sandro, tu as CMB, Grady Dick, mais tu mets Jacoby dans les 5 de départ. Toute la dynamique de la deuxième unité change. Il y avait même des occasions où il y avait RJ plus les remplaçants. Et donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut s'adapter à cause justement de l'absence de RJ. Et puis Jacoby, oui, défensivement, il joue bien, mais offensivement, à part le match contre Lakers où il a eu, je pense, 17 points, mais il ne peut pas remplacer offensivement RJ Barrett. Ochai, il a eu des difficultés ces dernières semaines. Donc, l'impact de RJ est vraiment visible. Hier, il est venu dans la salle de presse et je lui ai dit, est-ce que tu peux venir pour une question? Il a dit, non, 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 non. Je ne peux pas répondre à une question parce qu'il n'a pas joué. Mais il y a vraiment l'absence de RJ qui est très visible sur le terrain. Et en dehors du terrain, on a moins d'entrevues en français avec les Raptors. Yes. En fait, c'est ça, c'est que les Raptors se sont transformés avec l'absence d'RJ Barrett. Tu l'as dit, défensivement, c'est beaucoup plus fort avec Jacoby Walter dans le 5. Mais offensivement, l'équipe a complètement chuté jusqu'à être la 30e attaque de la Ligue
sans RJ Barrett, c'est quand même compliqué. Ouais. Et aussi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais. Il y a aussi des choix de Darko qui ont été complètement ratés, d'essayer de remplacer RJ par d'autres joueurs que Jacoby Mhm. Walter. Il y a eu un essai avec Ouf, CMB CMB, qui ouais. n'a absolument pas Ouais. marché. Je ne sais plus dans le début de match de quelle rencontre c'était. Ouais, c'était Euh, une équipe avec des grands joueurs là. Il fallait combler avec la taille. Et je donc, pense que c'était à New York. ouais, c'était New York. Est-ce que c'était New York? Non, New York, l'essai de coach Darko, c'était avec Jamison Battle. Ah oui, oui, Ça oui. n'a pas marché Il a du tout. remplacé Yak par Jamison Barrett. Et là, ça n'a pas marché. Ça Exactement. n'a pas marché du C'est un tout. match précédent. Ouais. L'essai avec CMB qui n'a pas été concluant. Je crois que c'est contre les Pacers. Et ça Ouais. n'a pas marché au début. Mais heureusement, les Raptors ont réussi à se remettre dans le match après. Donc oui, des essais de Darko qui n'ont pas été concluants. Et du coup, c'est Jacoby Walter qui s'est imposé, mais qui n'apporte pas autant en attaque que RJ. Certes, la défense est bien meilleure. Les Raptors sont montés dans le top 5 des défenses pendant qu'il y avait Jacoby Walter. Mais le problème, c'est que très bonne défense, mais une grosse perte dans la transition, Ouais. comme tu l'as dit. Et je pense que ça a atteint son... En anglais, on dit pinnacle, Ouais. son apogée, si j'ai envie de dire ainsi, dans les ratés en contre-attaque face à Charlotte dans le match de ce vendredi Ouais. soir, où là, la fatigue plus cette absence d'RJ Barrett a fait que les Raptors ont été totalement mauvais Mhm. sur les phases de transition. On a vu des lay-ups ratés, des doubles pas ratés, des tirs ouverts ratés. Ça a été vraiment très compliqué. Mais pour conclure, ce que tu disais, euh, Darko, habituellement, va toujours dire on ne prend pas ça comme une excuse, la fatigue. Et là, le fait qu'il l'a avoué Avoué, ouais. vendredi soir, je Ouais. pense que c'est significatif d'une vraie fatigue de l'équipe. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est pas seulement physique, c'est mental aussi. Parce que la veille, contre les Lakers, quand même, tu as dû aller puiser dans tes ressources Mhm. pour rester dans un match où, quand même, ils ont été derrière tout le long, ils ont dû s'accrocher. Lutter aussi nerveusement contre un arbitrage qui n'a pas été en leur faveur. Ils ont réussi à être là dans ce match jusqu'au bout, mais il y a encore eu ces problèmes d'exécution offensive et ce tir à 3 points d'Hachimura. Patrick, dernière question, petite analyse, le dernier tir des Lakers, est-ce que c'est une erreur de Darko Rajakovic d'avoir demandé à Scottie Barnes de faire la prise à deux, un peu tardive d'ailleurs, sur Reeves. Reeves, Ouais. sur Austin Reeves. Mais je comprends l'idée Ouais. du coach justement de doubler Reeves parce qu'il a fait plus de 40 points. Donc il a dit oh, il faut que quelqu'un d'autre nous batte. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont LeBron James. Lui, il peut faire un match à 6 points, mais l'impact qu'il a sur le match, sur la victoire, c'est incroyable. Et puis, j'ai suivi l'entrevue de Hachimura, justement, qui dit que LeBron James, avant même dans le temps où il a dit « Sois prêt dans le coin, tu auras la balle ». Donc, il savait qu'ils allaient doubler Reeves et puis qui va donner la balle au milieu à LeBron James qui fait une passe avec une main gauche qui trouve Hachimura à la dernière seconde. Est-ce que c'était une erreur? Oui ou non, mais c'est comme les matchs de basket NBA, c'est comme tu vas dans un casino parce que soit tu gagnes, soit tu perds. C'était pas mauvais comme idée, mais le timing du double, c'est là où je pense Ouais. que ça n'a pas marché. Et puis, défensivement, Scottie Barnes avait fait un match énorme avec presque un triple-double carrément, hein. C'est Et clair. là, justement, en regardant Scottie Barnes, des fois, c'est comme si je regardais Allen Iverson en grande taille. Parce que Iverson, quand il jouait, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de temps, parce qu'il joue vraiment à 100% Scottie Barnes, sauf ce vendredi soir où il était fatigué. Et donc, fin de match, erreur, je ne sais pas, peut-être de fatigue et tout, mais le fait de doubler Reeves, je comprends l'idée parce que c'est lui qui les a battus carrément tout le match. Mais le doublé, sachant qu'il y a un LeBron James qui n'a pas marqué 10 points, donc Oui, qui fin de est série fin de série exceptionnelle. Mais
tu as LeBron James, il peut gagner de plusieurs manières. Et donc, c'est lui qui a fait gagner parce qu'il a trouvé justement Hachimura dans le coin qui a mis le tir, qui a terminé le match. Mais c'était quand même une performance positive des Raptors face à une équipe des Lakers qui est très, très forte. Malgré l'absence de Luka, les Lakers sont deuxième à l'Ouest, donc dans une conférence assez forte. Donc je me dis que il a pris une chance, ça n'a pas marché. Donc on vit avec. On n'a pas le choix. C'est Ouais. vrai que Austin Reeves semblait bien défendu par Jamal Shed, mais il avait un avantage de taille De aussi taille, sur ouais. lui. Il a obtenu beaucoup de fautes, il a shooté 15 lancers francs. Donc l'idée de vouloir faire sortir le ballon de ses mains, et puis LeBron n'était pas forcément très adroit dans ce Mhm. match-là non plus. La rotation a été un peu tardive de Brandon De Ingram sur Brandon Ingram, Hachimura, ouais. mais il devait protéger aussi la passe pour Ayton. Même si Ayton il était un peu dos à LeBron, je pense qu'il s'attendait à un tir, il était déjà prêt pour aller au rebond. Mais ouais, les Raptors ont fait un choix, on peut le critiquer, mais rien ne dit que ça n'aurait pas Bah donné le même ouais, résultat. ouais, ouais. Donc ils ont vécu avec leur choix. Et puis ils sont passés à autre chose. Nous aussi, on va passer à autre chose. On va passer à la question du jour. Et Ouais. la question du jour, c'est Patrick, je te la pose comme ça. Et tu me donnes la réponse que tu veux. Que se passe-t-il avec Brandon Ingram? Brandon Ingram qui est l'ombre de lui-même depuis qu'il a mis ce tir par-dessus Pascal Siakam. 0 sur 9 dans la fin de match contre Charlotte. Et puis depuis, c'est pas bien mieux. Est-ce qu'il y a eu Ouais. du mieux quand même contre Portland dans la victoire contre Ben, il a eu 20 points, je Portland? pense. Il a fini avec 20 points. Mais c'est encore 7 sur Ben 17 au oui. tir. Ouais. Beaucoup de balles perdues surtout pour Brandon Ingram. Ouais. Tu vois, là, j'ai un 5. 5 contre les Knicks, 4 contre les Blazers et contre les Hornets ce soir. C'est encore 3. Mais ce soir, c'était Ouais. 10 sur 26. Non, ça, c'est le premier match contre Charlotte. 10 sur 26 Ouais. Et puis il a à raté Charlotte. beaucoup de paniers à la fin du match. Mais je pense que pour revenir à ta question, que se passe-t-il avec Ingram? Je pense que Ingram, c'est le joueur qui subit le plus l'absence de R.J. Barrett. Et il avait dit dans l'entrevue après le match contre Cleveland, il a dit ça prend 30 tirs pour mettre 37 points pour justement combler le vide que laisse RJ Barrett. Donc, il fournit tellement d'efforts. Et puis, j'ai l'impression qu'au-delà de la fatigue, parce que cette saison, il a joué beaucoup plus de matchs que toute la saison. Donc, je pense qu'il y a l'aspect fatigue. Même le coaching staff, le staff médical des Raptors, ils ont approché Brandon Ingram pour dire est-ce que tu aimerais prendre une pause? Mhm. Il a dit non. Je vais continuer à jouer. Mais je pense que la fatigue est là. Et le match contre Hornets, il y avait aussi une fatigue mentale. Parce qu'en général, quand il tire, quand il rate, tu le vois revenir en défense, tu Ouais. vois faire un peu plus d'efforts, même défensivement. Mais contre les Hornets, chaque fois qu'il ratait, c'était comme si, tu Mhm. vois que le moral n'était plus là. Donc, il y a l'aspect fatigue, il y a l'aspect de l'absence de RJ. Mais je pense aussi que c'est pas facile d'être le joueur qui est doublé à chaque fois. Ouais. Tu as la balle, il y a deux, trois défenseurs autour de toi où tu dois créer. Et chaque fois qu'il rate un tir, il veut mettre un tir tout de suite. Ouais. Il veut forcer. Alors que on le disait aujourd'hui, juste avant le match, donc ce vendredi, le système d'Arco, c'est un système où il y a un mouvement de balle. Mhm. Mais la balle, moi j'ai compté 3-4 possessions où il y avait moins de 3 passes par possession. Et donc, chaque fois il cherchait Ingram, il forçait, il forçait, il forçait. Et les joueurs savaient qu'il va recevoir la balle au poste. Donc, ils le doublaient ou bien ils étaient devant lui Devant lui. pour l'empêcher d'avoir la... Donc, c'est tellement d'efforts pour Ingram de marquer un panier. Et lorsqu'il rate, il veut toujours
être comme les Reggie Miller qui comme shooter, shoot, c'est ça qu'ils disent. Mais je pense en voulant trop insister, il fait tellement d'efforts et 32, 33 minutes par match, c'est énorme pour n'importe qui. Alors pour un joueur qui n'a pas joué toute une saison, ça prend du temps. Je pense qu'il a besoin de repos. Repos physique, mental, spirituel, tu peux le nommer, mais je pense que c'est dur d'être franchise player, le go-to person dans l'attaque, parce que, comme a dit Tijan donc à notre entrevue qu'on va vous proposer, c'est dur la NBA. C'est dur, tu joues contre des athlètes, des gens qui viennent préparer pour toi. Donc, c'est pas une surprise. Les scouts vont voir ton jeu, ils vont étudier ton jeu. Donc, ils viennent préparer à contrer tout ce que tu leur amènes. Alors, tu enchaînes 5 matchs en 7 jours. Ah, c'est pas, il n'est pas Superman. Donc, je pense qu'il a besoin de repos. Moi, si on me demandait mon avis contre Boston, je n'allais pas jouer Brandon Ingram. Parce qu'il y a mardi New York qui arrive pour la Cap. Donc, il faut qu'il soit frais. Il faut qu'il se repose. Donc, soit je le fais jouer 10 minutes, ou bien carrément il ne va pas jouer. Donc, c'est ça que je pense qui se passe. Mais sinon, c'est un joueur extraordinaire. Il a démontré plusieurs fois. Mais quand même, c'est fatigant. C'est fatigant. Est-ce que c'est pas quand même un excès d'orgueil de vouloir à tout prix jouer contre peut-être l'avis du staff qui lui a proposé de se reposer, alors que justement, comme tu le dis, il n'a joué que 18 matchs la saison dernière. Là, il est déjà à, on a dit, le bilan des Raptors. Et il a joué tous les matchs. Ouais, ouais. et c'est ça. Et le bilan des Raptors actuel, que je le retrouve, il est de 15-9. Donc, il a déjà joué 24 matchs. Ouais. Il a déjà joué 24 matchs. Et est-ce que moi, je pense que tu as raison. On devrait le forcer à se reposer pendant un match. Ça lui fera pas de mal. Peut-être même ça va l'énerver. Et ça va faire un revenir en force, ouais. Exactement. Ouais. Oh, on m'a pas fait jouer, je vais leur montrer que je suis indispensable. Donc, mais je te suis sur tout en fait. Je trouve que en fait ces derniers temps, il y a deux choses. Il y a la première, c'est que les équipes adverses se sont adaptées à la façon dont les Raptors utilisent Brandon Ingram, parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons en fait de le faire jouer dans le système des Raptors. Il y a au poste, comme tu as dit, et là ils viennent se mettre devant. Les Hornets sont très très bien faits. Et les Portland Trail Blazers l'ont très bien fait aussi avec Sidi Sissoko qui venait se mettre devant lui, qui a très très bien défendu. Ou ils lui font ce double écran qui lui permet de curve dans la mi-distance en tête de raquette. Mais on a vu des équipes qui se regroupent ici derrière les écrans. Au bout d'un moment, ils ont compris en fait, le ballon il va aller à Ingram et on l'a vu plusieurs fois se faire contrer, prendre des tirs encore plus difficiles que ce qu'il prenait déjà, parce que quand ça marchait au début, ces tirs-là, ils étaient complètement ouverts, c'était des lancers francs quasiment pour lui. Et puis il a la balle à 6 secondes du tir. Et aussi, les équipes maintenant rendent les choses plus difficiles parce qu'ils savent comment ça se fait, donc ils ralentissent tout en fait. Et du coup, ça cause ce qui s'est passé contre les Lakers, typiquement, où il se retrouve avec la balle à 1 seconde, il est au milieu du terrain, il est encore dos au panier, il peut rien faire en fait. Donc je pense que là, il y a aussi à Darko d'essayer de trouver d'autres solutions. Pourquoi pas lui faire jouer des pick and roll avec Scotty ou avec Yak. Pourquoi pas lui donner des ISO. Je sais que c'est pas dans le jeu, mais pourquoi pas essayer juste pour varier en fait, pour voir ce que la défense va faire, comment la défense va réagir. Et aussi ce qu'on voit plus du tout, qu'on voyait beaucoup au début, c'est des coupes de Brandon Ingram. Mais je pense que ça c'est lié au physique. Il a moins les jambes pour aller faire les efforts quand il n'a pas le ballon. On sait que ça demande beaucoup d'efforts. Des efforts que RJ Barrett est prêt à faire parce qu'il a envie de marquer. Ça, c'est Quickley qui nous l'avait dit. Il va couper parce qu'il a envie de marquer. Brandon Ingram, c'est pas son jeu, c'est pas son habitude. Il a commencé à s'y mettre un peu quand il était bien physiquement. Mais je pense que là, comme tu l'as dit, il y a une fatigue mentale, une fatigue physique. Et je pense que ça serait une bonne chose qu'il ait un match de repos, juste un. Juste un, si par exemple ils le mettent au repos ce dimanche, il aura samedi, dimanche, lundi. Ça lui fera 3 jours pour préparer New York et un match ultra important si les Raptors veulent aller à Las Vegas pour la Coupe NBA. Donc et moi j'avais une autre question parce que
La dernière fois qu'on a vu Glorilla, c'était contre les Pacers. Depuis, on l'a plus vu ni à domicile ni à l'extérieur. Ouais. Est-ce que c'est notre lucky charm, comme disent Oui. les Américains? Est-ce que c'est notre porte-bonheur? Est-ce qu'on a besoin de Glorilla à chaque match? Ben oui, pour les gens qui nous écoutent, Gloria, c'est la copine de Brandon Ingram. Et chaque fois qu'elle est là, Brandon Ingram sort un gros match, sachant qu'il y a dans la salle donc quelqu'un qui est là pour soutenir. Mais depuis qu'elle est absente, Ingram est fatigué. Donc je pense que ça devait être la potion magique il faut qu'elle soit là dimanche contre Boston et mardi contre New York. Et elle est à fond quand elle encourage Brandon Ingram. Ils ont Leur petit check, ouais. c'est ça, leur geste après le match. Je pense qu'elle ajoute quand même de l'épice au spectacle. Mais oui, il faut que ce soit ainsi pour qu'il gagne. Et pourquoi pas ne pas carrément déménager à Toronto et venir être fan des Raptors à temps plein. Après, ça, c'était plus pour la plaisanterie, Ouais, bien sûr. c'est On ça. va pas mettre le destin de notre joueur entre les mains de De sa qui est copine. dans le public ou pas. Bon, on a bien perdu un match de play-in à cause de la fille de DeRozan, mais Ouais, ok, ouais, c'est on va ça. pas revenir là-dessus. On va se quitter pour une pause et j'ai oublié de le diffuser après l'actu des Raptors. On va le mettre là maintenant avant la pause puisque Patrick vous en a parlé. On a eu Toumani Camara et Tidjane Salin qui nous ont parlé de beaucoup de choses. Donc on vous propose ça. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous les avez probablement déjà vus. Mais ça c'est pour nos autres auditeurs. On vous fait profiter des échanges qu'on a avec les francophones de la NBA. Toumani Camara, c'était après le match contre Portland. Et Tidjane Salin, c'était juste hier, ce vendredi, après la défaite contre les Hornets. On écoute ça et on se retrouve après la pause pour la suite de l'émission, le joueur de la semaine et la projection sur le match de Boston. À tout de suite. Une petite réaction déjà sur le match de ce soir. Vous avez été dedans jusqu'au bout. À quoi ça s'est joué pour toi? Je pense que les 3 premiers cartons, c'est là où on a eu beaucoup de difficultés. Notre énergie n'était pas là où ça doit être. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu faire un peu mieux au premier, deuxième et même au troisième carton. La manière dont on a commencé le troisième, je pense que c'est pas notre identité. Et au quatrième, on s'est réveillé un peu trop tard et voilà, je pense que c'est ça qui a joué le match. Est-ce que tu dirais que c'est un peu votre très bonne adresse à 3 points qui a un peu été l'arbre qui cachait la forêt de ces 3 premiers cartons que tu estimes qui sont pas très bons? Oui, je pense qu'on a eu beaucoup de réussite au niveau des 3 points, mais en même temps, on a raté énormément de lancers francs. Et puis on a eu aussi beaucoup de pertes de balles que d'habitude on ne fait pas. Donc je pense que ça contrebalance un peu les choses. Mais ouais, c'est sûr que ça a joué. Et toi, à titre individuel, tu fais un très bon match à 3 points ce soir. Depuis le début de la saison, c'est un peu moins bien que l'année dernière. À quoi tu l'attribues et comment retrouver cette régularité? Juste trouver mon rythme, prendre les shots qui me vont, pas essayer de juste jeter n'importe quoi. Et d'être patient. Je sais que la balle va venir vers moi et prendre mes options. Puis voilà, continuer à grandir individuellement et je pense que pour le moment ça se passe bien. Juste me concentrer sur là où je suis aujourd'hui. Vas-y. Oui, avant le match, on a demandé à votre coach qu'est-ce qu'il voit en toi quand tu joues. Il a dit que ton apport est essentiellement en défense. Mais pour toi, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe chaque nuit? Je pense de tout. Je pense un peu de leadership. Je pense la communication que j'apporte à chaque match, à chaque entraînement, à chaque moment que je suis autour de mon équipe. Défensivement, bien sûr, je pense que je suis capable d'avoir un grand impact à ce niveau-là. Je pense qu'offensivement, mettre mes shots ouverts. Et puis encore plein de choses que je continue à grandir en tant que joueur. C'est une position qui est nouvelle pour moi depuis les 2 dernières années. Donc c'est vraiment une grosse adaptation pour moi. Et donc je continue à apprendre chaque match, chaque année. Et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc mon jeu va continuer à changer chaque année. Et par rapport à ça, justement, on t'a vu quand même beaucoup plus balle en main, surtout au début du match. C'est vraiment un aspect de ton jeu que tu peux développer? Oui, bien sûr. Je pense que je suis d'office capable de faire ce genre de choses-là. Surtout quand ils mettent beaucoup de pression sur nos meneurs et tout ça. C'est difficile de monter la balle. Donc je pense qu'il y a des moments où je dois vraiment me montrer un peu plus.
aider à monter le ballon. Oui, on a eu l'occasion de vous parler l'année passée. D'une année à l'autre, quels sont les changements que tu vois pour les Raptors cette saison? Je pense qu'ils ont un peu plus trouvé leur identité cette année, la manière dont ils sont connectés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont restés ensemble à travers les années. Je pense que ça les aide beaucoup à évoluer, à vraiment apprendre le jeu de l'un à l'autre. Et puis ils jouent extrêmement fort tous les cartons. La manière dont ils jouent en défense, la manière dont ils bougent le ballon offensivement. Je pense que c'est ça qui les aide énormément dans leur année cette année. Et ma dernière question, c'était une petite question sur le basketball belge. On voit ton collègue à OKC, Mitchell, qui fait une très belle saison. Comment tu vois l'évolution du basketball belge? Je pense que ça fait que grandir. Ça fait grandir. On a encore beaucoup plus de talents sur Bruxelles, en Belgique, qui continuent à grandir. Beaucoup de personnes qui sont en collège, là maintenant, qui sont en high school, qui essaient de créer cette même situation que moi et AJ, d'arriver en NBA. Je pense que le talent en Belgique, il y a énormément de choses à exploiter et c'est juste c'est chouette de voir que moi et AJ, on est capable de montrer notre pays d'une bonne manière. Et, je pense que le futur va continuer à briller, c'est sûr, pour la Belgique. Il a dit vive la Belgique. Question, on ne va pas revenir sur les différences entre la G-League et la NBA. Tu en as déjà beaucoup parlé dans notre interview en français, mais à quel point ça t'a apporté ce passage en G-League? Parce qu'on voit que depuis que tu es de retour en NBA, tu carbures pas mal. J'ai pu jouer mon jeu. Ce que j'aime dans le basket, juste jouer libre, mais tout en restant dans les cadres de ce que veulent les Hornets, puisque ça reste quand même le plus important et c'est pourquoi ils m'ont envoyé là-bas. Donc non, j'ai pu profiter de cette opportunité pour parfaire un peu ce qu'ils m'ont demandé, mais aussi moi juste prendre confiance en moi. Bien sûr, moi je veux toujours gagner, donc avant de parler de moi-même, c'est avant tout pour moi la victoire qui compte toujours là-bas. Donc j'ai pu profiter de ça pour jouer mon jeu, avoir beaucoup de minutes, défendre mieux et aussi en attaque être plus juste sur mes choix mais aussi plus agressif. Tu as parlé de confiance. Est-ce que le fait de pas avoir beaucoup joué avec l'équipe NBA en début de saison, ça avait joué sur ta confiance et ça t'a redonné confiance de jouer en G-League? Pas vraiment. J'étais pas vraiment affecté par rapport à ça. Il y avait d'autres instances secondaires, on peut dire, qui m'ont un peu perturbé parce que c'était un rôle précis qu'on m'a demandé. Et c'est sûr que comparé à ce que tu fais, tout ce que tu as travaillé cet été, tu dois être prêt quand même à après rentrer dans le cadre de ce que veut l'équipe. Et forcément, du coup, c'est une adaptation et c'était compliqué, mais après tout, le coach maintenant, tout ce qui importe, c'est qu'il me fasse confiance et que moi aussi en retour, je lui redonne la confiance, quoi. Ça fait deux victoires de suite contre les Raptors. Qu'est-ce qui marche justement pour que vous puissiez les battre 2 fois de suite? On joue avec une grosse intensité, peu importe le nombre de blessés, puisqu'ils vont nous supporter sur le banc, mais aussi on va aussi juste tout donner. Et comme dit le coach, à chaque fois c'est juste next man mentality. Donc on doit juste se donner encore plus et juste hausser le niveau de physicalité. Le coach des Raptors mentionnait tout à l'heure que pour lui, il y a l'aspect de la fatigue, une longue saison, plusieurs matchs. Est-ce que tu sens ça quand les matchs s'enchaînent comme ça? Ah, bien sûr. Je suis KO à chaque match. C'est là où c'est pour ça que la récupération, dormir tôt, bien manger devient important. Mais j'allais dire, moi, l'année dernière, c'était vraiment dur. Les gens peuvent pas le voir, mais physiquement ça se ressent dès le premier back-to-back. J'allais dire, même après un mois de NBA, tu commences déjà à être super fatigué. Et même si là j'étais en G-League, j'avais un peu plus de temps de repos. En fait, le fait de quand même beaucoup jouer, et, moi j'enchaîne beaucoup de extra work, ça fait que ça restait quand même assez dur. Et maintenant de retour en NBA, je peux moins travailler, mais par contre, même si je joue moins, l'intensité elle est toujours à un point qui fait que tu as l'impression d'en avoir joué
beaucoup plus, tu vois. Et ça aussi, est-ce que tu le ressens chez l'adversaire quand ils sont fatigués et tu vois que peut-être ils sont moins précis dans les rotations, ils sont moins physiques? Est-ce que ça se ressent aussi chez les adversaires? Non, parce Non. que après ça reste un sport physique et franchement, moi je peux pas le voir vraiment s'il y a des gens qui sont fatigués. Oui, ils vont rater des tirs, mais bon, ça fait partie du basket. Merci beaucoup. Merci bien. Nous sommes de retour sur Choc FM 105.1. C'est toujours Patrick Bézindavi et moi-même, Mike Laviole, pour Franco Raptors. On n'a même pas dit, on est dans la saison 2 et c'est l'épisode 11 sur les ondes de Choc FM 105.1. Tous les samedis à 13h. Et on vous le rappelle en rediffusion sur vos plateformes de podcast, sur chocfm.ca. Et pour ceux qui ont envie de voir nos têtes en vidéo sur YouTube. Patrick, parlons du joueur de la semaine parce qu'il y en a un qui a quand même surnagé dans toutes ses défaites, qui a plutôt été bon dans chaque match. À New York, il a fait un très très bon match, même sans Jakob Poeltl. Il fait encore un très très bon match ce vendredi soir contre les Hornets. S'il n'était pas là, c'est notre collègue William Lou qui a dit que les Raptors n'auraient marqué que 50 points. Mais c'est vrai, puisqu'ils ont marqué 80. Donc, et puis lui, il a marqué 30. Il en a mis 30. C'est quasiment plus d'un tiers des points des Raptors. Quickly, Patrick, qu'est-ce que tu as vu depuis une semaine? Oui, c'est vrai. Contre Hornets, il a mis 30 points. Et c'était le seul. C'était vraiment le seul qui a positivement impacté le match, même s'ils n'ont pas gagné. Et je pense que moi, ça donne espoir parce que c'était le joueur qui avait mal commencé la saison. Exact. Et tout le monde le critiquait, sauf Darko. Darko disait non, tout ce que vous dites, c'est vous la presse, mais nous, on sait sa valeur. Et je pense que il a été constant depuis que... Je ne sais pas s'il a eu... Quel déclic il a eu, ça me rappelle Van Vliet en 2019 à la naissance de son fils où ça a fait un déclic, il a fait ce qu'il a fait. Donc Quickly, depuis quelques semaines, il est vraiment... Après Scottie Barnes, c'est lui le meilleur des Raptors. Au niveau de l'attaque, il organise bien, il donne de bonnes passes, il fait de bonnes pénétrations avec un flotteur et puis de bons tirs à 3 points en transition, à pick and roll avec Yak. Vraiment, c'est vraiment bon de le voir comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens autour de la NBA qui disaient à chaque fois que les Raptors ont payé beaucoup plus Quickly par rapport à sa valeur. Mais là, il montre justement sa valeur parce que sans lui, c'est très difficile. Surtout qu'en remplacement au poste de meneur, il y a Jamal Shead. Mais Jamal Shead en attaque, c'est beaucoup plus un facilitateur qu'autre chose. Et il joue bien la défense, bien évidemment. Mais Quickly apporte quelque chose de... Et puis, nous-mêmes, on l'avait dit que sa faiblesse était la défense. Mais il parvient à bien défendre. Une autre manière de défendre, peut-être qui n'est pas la pression sur le porteur de la balle, mais de bonne couverture. Tu ne vois pas que c'est une... là, je pense en anglais, liability pour l'équipe. Parce qu'il défend, de sa manière, il défend. Et puis, moi, j'ai beaucoup plus de chance que toi. J'arrive très tôt au match et je le vois comment il est très, très focusé sur la préparation. C'est incroyable l'intensité de quand il s'échauffe avec les coachs, le nombre de tirs qu'il prend. Il a une routine avant le match qui est vraiment impressionnante. Il a la sueur de tout le corps parce qu'il a beaucoup travaillé pendant 10-15 minutes et il a toujours la famille avec lui. Je pense que c'est sa sœur. Il y a une autre personne qui a, je pense que c'est sa copine, je ne sais pas. Mais il est tellement focalisé qu'il ne parle pas aux gens qui sont là. Et à la fin, quand il a terminé, il donne un high five au coach. Il va s'asseoir avec sa famille, relaxer un peu avant d'aller dans les vestiaires. C'est toujours cette routine qu'il prend avant le match. Et quand le match commence, l'énergie qu'il a, c'est extraordinaire. Je pense qu'il mérite d'être le joueur de la semaine pour Franco Raptors cette semaine parce qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Et l'énergie qu'il a, donc l'esprit positif qu'il a. Et puis, moi, je trouve qu'on a de la chance d'avoir un meneur comme Quickly.
Mais totalement, et moi je suis surpris par le côté défensif parce que honnêtement là il n'est plus un point faible. Comme Ouais. tu disais, liability en anglais. Il n'est plus un point faible. L'avantage aussi c'est que ces derniers temps avec Jacoby Walter dans le 5, il n'a plus à défendre sur le point d'attaque. Mhm. Et là on commence à voir ce que nous avaient vendu les spécialistes des Knicks qui nous avaient dit que c'était un bon joueur loin du ballon, qui est intelligent, qui se met dans les lignes de passe. Et là, on commence à le voir. Et moi, j'ai même été surpris de le voir bien défendre en 1 contre 1. Je trouve qu'il se laisse plus passer si facilement. Et c'est super intéressant tout ce que tu as livré comme coulisses de sa préparation. Ça, c'est des choses que les fans ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas C'est ça. accès à la salle aussitôt que nous. Et moi, bon, je travaille beaucoup dans les avant-matchs, donc malheureusement, j'ai pas le temps d'arriver aussitôt. C'est dommage, mais c'est bon, vous avez les yeux de Patrick Bizindavi, vous avez pas besoin des miens, et c'est très très intéressant d'entendre ça. Et non, honnêtement, en fait, on a le Quickly qu'on attendait parce que Mhm. on a toujours dit que c'était le complément parfait à Scottie Barnes, Et Jakob à Poeltl. Jakob Poeltl, Mhm. à même Brandon Ingram Mhm. qui arrive à le trouver quand on les pris à 2. Bon, ces derniers temps, un peu moins, mais en vrai, c'est vraiment lui qui permet ce spacing parce qu'il peut tirer de très loin. Très loin, Et ouais. il est très adroit à 3 points. Maintenant, on a enfin retrouvé l'adresse à laquelle on s'attendait. Et moi aussi, il m'étonne dans la création du jeu parce qu'on l'a beaucoup critiqué sur le fait qu'il n'était pas vraiment capable de trouver des passes dans l'axe, que c'était souvent des passes faciles, entre guillemets, qu'il faisait. D'ailleurs, en interview, il a dit qu'il était très bon pour envoyer des lobes. Je le vois pas vraiment faire ça. Par Ouais, contre, c'est très rare qu'il le fasse. il le fait pas trop avec ouais. avec Yak. Yak, c'est pas non plus le profil idéal pour Ouais. pour les Ouais. alley-oops non plus. Donc, mais il arrive à trouver Yak. Mhm. Pas aussi bien que Scottie Barnes, qui est juste Ah oui. sensationnel pour trouver Yak. Il regarde à gauche, il donne à Yak. Mais on voit de toute façon la complémentarité avec Jakob Poeltl, on l'a vu dès le départ. Mhm. Et au-delà du pick and roll classique, c'est surtout le main à main qui libère Quickly. C'est comme ça que Jakob Poeltl est leader de la ligue. Je ne sais pas s'il l'est toujours, mais en screen assist, Mhm. en écran, passe décisif, je ne sais pas si on dit comme ça en français, en passe décisif grâce aux écrans. Parce que Yak, en fait, prend la balle, il se met en opposition, il la lâche derrière à Quickly, qui a tout l'espace Ouais. qu'il veut pour tirer, puisqu'il est capable de tirer de plus loin que juste la ligne à 3 points. C'est exceptionnel, en fait, de voir ça, parce que c'est des points limite faciles, en fait, Mhm. sans avoir besoin de faire beaucoup de choses. Si Mhm. on donne le ballon dans les mains de Yak, il va chercher Quickly, il lui donne, Quickly passe derrière, et souvent les Ouais. défenseurs, parce que Yak est un très bon poseur d'écran, n'arrivent pas à le contourner, et ça fait des paniers à 3 points pour Quickly. Et ce que tu dis, c'est important parce qu'on voit de plus en plus Darko qui utilise Jamal Shead et Emmanuel Quickly en même temps. Oui. Donc, il y a deux meneurs qui sont là. Une fois, je suis parti à l'entraînement des Raptors, on a posé justement cette question à Jamal Shead, les raisons pour lesquelles on voit beaucoup plus les deux meneurs sur le terrain. Jamal Shead, ce qu'il a dit, c'était vraiment intéressant. Il a dit Emmanuel Quickly donne beaucoup, il se donne beaucoup en tant que premier meneur de jeu. Là, Darko aimerait le remercier en le donnant justement le rôle de off-ball. Ouais. C'est-à-dire, Jamal Shead devient le principal meneur et puis ils vont trouver des occasions de donner à Emmanuel Quickly de tirer, de pénétrer, de faire autre chose que gérer le ballon. C'est une façon pour Darko de dire merci à Quickly, de lui donner moins justement d'occasions de gérer la balle pour que quelqu'un d'autre crée pour lui, parce qu'il crée pour les autres. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Et puis, il le fait de plus en plus, Darko, et même, je pense, contre les Hornets en troisième quart-temps. Il a commencé justement avec le Ouais, il a combo sorti Jacoby. Jamal Shead, Emmanuel Quickly. Mais ça n'a pas marché parce qu'il voulait beaucoup plus d'énergie, où il n'y avait rien du tout qui marchait Il y a en que termes Quickly. d'énergie. Il n'y a que Quickly qui marchait Ben oui, dans ce match. ben oui. Jamal Shead n'a pas réussi à se trouver. Il a été bloqué beaucoup de fois au cercle. Il a un peu dépassé ses fonctions
en essayant d'en faire trop, mais de manière générale, dans ce match-là, ils ont tous essayé d'en faire trop individuellement. Même Quickley fait un gros match en scoring, mais il a beaucoup pris les choses en main tout seul, avec son flotteur qui est élite, comme il le dit. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais oui, Quickley qui est très bon loin du ballon aussi. Et oui, dans la fin de match contre les Lakers aussi, Jacoby Walter faisait un très bon match, mais Darko a préféré finir avec Jamal Shead parce que ça lui donne plus de possibilités balle en main en fait. C'est là où aussi l'absence de RJ Barrett se fait sentir parce que RJ Barrett joue ce rôle de porteur de ballon qui va attaquer le cercle. En fait, c'est un profil qui manque quand c'est Jacoby qui est dans ce rôle-là parce qu'il n'y a personne capable avec régularité de poser le ballon au sol et d'attaquer le cercle. Absolument. Parce que Quickley le fait, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il fait des flotteurs. Scottie Barnes, il y a toujours son drive qui est limité. Il a plus besoin d'aller poster et puis faire des moves et attirer la défense. Ingram n'a pas retrouvé ses jambes suffisamment pour pénétrer régulièrement. Il s'arrête toujours à mi-distance. Je pense que c'est physiquement et peut-être qu'il a peur de trop aller au contact. Parfois, il nous a fait 2-3 dunks et quelques finitions, mais on sent que ces derniers temps, il est complètement coupé de ses pénétrations. Et, il reste RJ, c'est RJ vraiment qui va... parce que Jacoby Walter n'est pas bon sur ses dribbles, c'est pas un joueur qui va pénétrer. Et donc, Jamal Shead prend ce rôle de RJ, mais en moins bien, puisque bien sûr, Jamal Shead n'a pas les qualités et la taille surtout pour aller au cercle. Comme il l'expliquait très bien nos confrères de Raptors République, Jamal Shead, il a un jeu assez particulier, c'est qu'il crée en étant à moitié dans la raquette. Il va pas jusqu'au cercle. Il arrive à attirer les défenses parce qu'il a quand même un flotteur dont les adversaires se méfient. Mais c'est à partir de là qu'il fait ses passes décisives. Et c'est pas RJ Barrett qui met une pression incessante sur le cercle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, l'absence de RJ Barrett a beaucoup d'impact sur le jeu des Raptors. Sur beaucoup de joueurs, Sur beaucoup de joueurs. Et c'est là où on se dit, les gens qui disaient que c'était le joueur qu'il fallait qu'il parte, je ne pense pas. On était les premiers à avoir des doutes. Cet été, quand on regardait ce 5 de départ, on pointait plus du doigt RJ Barrett que Immanuel Quickley, par exemple, nous, de notre côté, même s'il y a des confrères, par exemple, en France, qui, eux, voyaient plus Immanuel Quickley comme un problème. Donc, c'était leur analyse, on la respecte. Et au final, on s'est tous trompés parce que ça marche très très bien avec les deux. Bien sûr, la défense est un peu moins bonne, mais les Raptors ont réussi à être une bonne défense avec ces deux-là parce que Scottie Barnes. Parce que la réponse est Scottie Barnes. Mais il faut pas oublier que RJ Barrett, c'est la première fois qu'il joue la saison sans avoir joué avec Team Canada. Donc, il a eu le temps de rester, comme il le dit. Donc, il est frais cette saison. Il a beaucoup travaillé sur son jeu. Donc, il était prêt. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que cette saison, c'est différent par rapport à la saison passée. Là, ils veulent gagner. Exact. Ils veulent gagner. Ils veulent aller en play-off. C'était différent la saison passée. Donc, RJ a vraiment le profil qu'il faut pour cette équipe. Donc, on espère qu'il va peut-être retourner le plus tôt possible. Si ce n'est pas dimanche, peut-être mardi, mais l'équipe a besoin de lui, ça c'est sûr et certain. Non, c'est clair et net. Et on sait souvent que le premier match d'un retour, c'est un très bon match. Et c'est après que c'est compliqué. S'il pouvait revenir contre New York et faire un très bon match contre New York pour qualifier l'équipe en demi-finale, ça serait une belle histoire. Et surtout qu'on peut imaginer qu'il y aura OG Anunoby. Donc là, les storytelling, comme disent nos confrères anglophones, ça serait vraiment fantastique. On va se pencher maintenant pour terminer cette émission, Patrick, sur le match contre Boston. A priori, il ne va pas y avoir de repos pour Brandon Ingram. Nous, c'était notre souhait, mais vu qu'il a dit non et qu'il n'a pas l'air d'être blessé, je pense qu'il va jouer. Est-ce que l'équipe peut être reposée en un jour? Ça va être difficile. Vraiment, là, depuis le début de la saison, Darko parle beaucoup du repos, parle beaucoup du sommeil. Donc, peut-être ils vont s'endormir jusqu'à dimanche avant le match. C'est vraiment important de récupérer parce que ils en ont besoin. Ils ont joué quand même beaucoup de matchs. Et surtout que Boston, ces temps-ci, c'est une équipe qui est en forme. Ils ont mal commencé la saison parce que,
les absences, les blessures, il y a des joueurs qui sont partis. Mais on voit qu'avec le temps, ils commencent à monter, à gagner. Et puis Boston, quand ça marche, ça marche. Et quand ça ne marche pas, c'est des côtés opposés parce que c'est une équipe qui va shooter 50 tirs à 3 points. Et s'ils commencent à les mettre, les adversaires they're in trouble. Et donc, ce sera une équipe de Boston qui va... Ce n'est pas l'équipe qu'on a rencontrée le premier match. Ça, c'est vraiment... Il y a un momentum côté Boston. Là, au moment où on vous parle, ils sont même montés au top 6, je pense. Oui. Ils sont, en cas de victoire de Boston à Toronto, ils vont passer devant les Raptors. Ouais. Et les Raptors pourraient chuter au-delà de la 6e place. Il y a une semaine, ils étaient dans le top 10. Il y a une semaine, ils étaient même pas dans le play-in, je crois. Ouais, ils étaient 11e, je pense. C'est ça. Et là, ils enchaînent des victoires. Et pas n'importe lesquelles. Quand ils gagnent vraiment à fond, comme la victoire de ce vendredi. Et donc, ce sera un match difficile pour les Raptors. Donc, il faut absolument qu'ils trouvent des astuces pour se reposer vendredi soir, samedi, toute la journée, dimanche. Et il ne faut pas oublier que le match de dimanche, c'est un match de 15 heures. C'est à 15 heures. C'est à 15 heures. C'est à 15 heures. Donc, moins de temps de repos, un match en après-midi. Et donc, ça va être difficile. Là. Il faudra que tout le monde soit prêt là, mentalement, parce que s'ils jouent comme ils ont joué contre les Hornets, là, ce sera un problème. Les Celtics qui restent sur une série de 4 victoires et qui ont gagné 8 de leurs 10 derniers matchs. Yep. Les Raptors sont sur les 10 derniers matchs sont toujours en 7-3. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, ça commence à se compliquer. Mais ouais, les Celtics qui sont sur une belle dynamique. Ils ont un bilan à l'extérieur de 6 victoires pour 5 défaites. Alors que les Raptors sont à 8-4 à la maison. Ils étaient encore invaincus il y a peu de temps de cela. Ça, hein. Mais ils ont malheureusement enchaîné les défaites. Non, ils n'étaient pas invaincus. Ils étaient invaincus à domicile sur la série de victoires. Mais ils avaient perdu contre Houston en début d'année. Ouais, c'est ça. Mais voilà, les clés un peu de la rencontre contre Boston, Patrick, tu l'as dit, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points. Les Raptors, c'est une équipe qui a tendance à laisser beaucoup les adversaires shooter à 3 points, notamment en début de match. Ça, c'est quelque chose qui peut vite plomber les Raptors si ils ne mettent pas l'accent là-dessus dès le début. Ouais, et puis Brown joue très bien dans la série de victoires de Boston Celtics. Brown est vraiment le franchise player à l'absence de JT. Donc, c'est une équipe qui a retrouvé le rythme, on espérait voir notre Chris Boucher jouer, mais là, il est carrément absent. Mais il faudra bien défendre. Il faudra vraiment bien défendre, surtout les tirs à 3 points quand c'est ça. Et puis, mais je pense qu'ils ont l'avantage quand même s'il y a... Et dans le jeu, les Celtics ne sont pas très bons au centre. Donc, il faut vraiment exploiter peut-être la raquette d'une certaine manière. Mais ça reste quand même une équipe dangereuse qui a un bon coach qui peut surprendre beaucoup plus. Mais la NBA, un match ne ressemble pas au prochain. Donc, ils ont mal joué. Peut-être ils ont le temps de rebondir. Et puis, bien sûr. donc, on espère vraiment retrouver la victoire. Je pense pas que, à part le début de la saison difficile des Raptors, depuis, ils n'ont jamais perdu 3 matchs de suite. Non, donc, Comme 2. je te disais en rigolant à l'Arena, ils les perdent par 2. Oui, c'est ça. Donc, ils ont perdu contre les Lakers, ils ont perdu contre les Hornets. Là, s'ils continuent sur la même lancée, ce sera une victoire contre Boston. Espérons une victoire contre les Knicks le mardi à la Cap. Mais là, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment 2 bons tests pour les Raptors. Là, il n'y aura plus d'histoire d'équipes diminuées. Ouais. C'est des équipes de haut de tableau. C'est des équipes qui sont dans le rang des Raptors, là où se trouvent les Raptors en ce moment. Et s'ils veulent prouver et confirmer qu'ils appartiennent à ce rang-là, c'est-à-dire le top 6 de la conférence de l'Est, il va falloir prendre ces matchs-là. Surtout que après, derrière, s'ils passent New York, il y aura des autres tests contre Miami, notamment. Donc là, c'est vraiment... Je pense que ça va être un moment quand même charnière de la saison. On est encore tôt, mais là, les Raptors peuvent démontrer
qui font partie de ce De haut ce- de la ouais. conférence. Ouais. Parce que s'ils perdent encore 2 matchs, comme on le disait, il n'y a que un match d'écart avec le 8e qui est Cleveland. T'en perds 2, tu te retrouves rapidement 9e Ouais. avec les Atlanta, Milwaukee et compagnie. Tu peux vite remonter parce que l'écart n'est pas grand. Mhm. Mais attention, si tu te mets à perdre 3, 4, 5 Ah, là, matchs ça- de suite, là, tout de Ça, suite, ça peut aller très la vite. saison va prendre une autre tournure. Mhm. Donc là, je pense que ces matchs, ils sont vraiment très importants. Surtout que après, si tu gagnes contre New York, tu as des jours de repos Mhm. jusqu'à la demi-finale. Ouais. Mais je pense que autre chose aussi, les Raptors jouent bien quand ils jouent contre des bonnes équipes. Exactement, ils ont fait un bon match contre les Lakers. Contre les Lakers, Ils ont ouais. fait un bon match contre Portland. Ouais, Ils ont fait un bon match avec les moyens qu'ils avaient à New York. ouais. Le score était large parce qu'ils n'avaient pas toutes leurs armes. Et c'est vrai que les défaites contre Charlotte, c'est encore une fois des équipes qui se mettent au niveau de l'adversaire. Ouais. Ils l'ont fait contre les Nets aussi. C'était difficile de gagner contre les Nets. Exactement. Ça a été compliqué contre Indiana. Même si Indiana, on a dit que c'était mieux, malgré tout, ils se sont Mhm. compliqué la tâche. Donc, aux Raptors de nous montrer qu'ils font partie de ces meilleures équipes de l'Est et qu'ils vont assurer contre Boston. De toute façon, Boston, c'est un peu du pile ou face avec leur adresse à 3 points. S'ils sont dans un mauvais soir aussi, ça peut vite Bah ouais, ça peut, ouais. tourner en faveur des Raptors. Mais par contre, si ça rentre, ça Ah. va être très compliqué. Il Ouais. va falloir être bon en attaque. Il va falloir que cette balle recommence à tourner. Parce que Darko l'a dit, le match précédent contre les Lakers, c'était 39 passes décisives. Le match contre Charlotte, c'était 19. 19. Ouais. C'est un écart de 20 Ouais. passes décisives. Ouais. Et 20 passes décisives, C'est énorme. multiplié par 2 points, allez, 2,5 points en moyenne, ça fait, ça fait presque 40 points de 40 plus. points. 40 points. 80 plus 40, Ouais. ça fait 120 points. 120 points. Ça fait les matchs actuels de NBA en attaque. Quand ton attaque, elle tourne bien. Donc voilà, les Raptors savent ce qu'ils ont à faire. On espère qu'ils vont revenir reposer et qu'ils vont offrir un beau match à leurs partisans pour cette rencontre contre Boston. 15h, 3h de l'après-midi, c'est bien pour nos fans en France qui vont pouvoir Ouais. voir le match à 21h, Ouais. heure française. Donc on est content pour vous, vous allez pouvoir voir nos Raptors en espérant qu'ils vous offrent un beau spectacle parce que généralement ces matchs-là, c'est pas toujours Ah les oui, meilleurs. c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, s'ils jouent 15 heures, ils sont là midi et demi, 13 heures carrément. Donc, il n'y aura pas assez de temps de repos comme ils en ont besoin. Et puis, on espère que quand même, ce sont des professionnels. Ils sont prêts. C'est rare qu'ils jouent de très mauvais matchs 2 fois de suite. Donc, on espère. Et puis, après ça, ce sera mardi contre les Knicks. Donc, dans les quarts de finale de la NBA Cup. Ça sera une autre histoire. Mais un match à la fois, comme le dit Darko. Un match à la fois, gagner 1% chaque jour. Bah là, Mhm. ils ont perdu quelques pourcents, il va falloir les regagner. On va se quitter là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les ondes de Choc FM 105.1. C'était Mike Laviole et Patrick Bizindavi. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Mike. Merci à tout le monde qui nous suivent depuis le début. Et puis, on est toujours au rendez-vous. Puis on espère qu'on va avoir un peu des nouveaux aussi. On espère que ça va continuer à grandir. J'ai eu un petit plaisir de voir quelqu'un qui a... En ce moment, c'est la mode de... Enfin, c'est la période des bilans Spotify et tout ça. Quelqu'un a posté un screenshot avec Franco Raptors Mhm. dans ses tops. Donc, un grand merci. Ben oui. J'aurais dû noter le pseudo pour te donner un grand merci. Mais en tout cas, si tu nous écoutes encore, merci à toi. Ça fait grandement plaisir. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors. Et on va aller voir Chris Boucher dès dimanche. Salut à toutes et à tous.